Juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, cette partition de l'hymne national debout congolais traduit l'état d'esprit des Congolais qui se sont vus libérés du joug colonial par la proclamation officielle de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était le 30 juin 1960, cela après 75 ans de colonisation. À ce jour, autant de questions se posent sur le 30 juin, qui dirait est une journée déclarée chômée et paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi les Congolais doivent-ils célébrer le 30 juin? Sommes-nous réellement indépendants? La réponse tout à l'heure avec notre invité, le professeur Isidore Ndayouel. Il est historien congolais. Professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et merci d'accepter d'ouvrir avec nous cette page d'histoire sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Professeur Isidore Ndayouel, que signifie indépendance et pourquoi les Congolais doivent-ils continuer de célébrer la journée de l'indépendance? Le 30 juin 1960, c'est le jour de l'indépendance. C'est-à-dire que le 30 juin 1960, c'est la fête nationale. C'est exactement la situation de tous les autres pays. Pourquoi est-ce que pour les États-Unis, la fête nationale, c'est le 4 juillet? Parce que c'est ce jour-là qu'il y a eu proclamation de l'indépendance des États-Unis à l'égard de la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce que le 21 juillet, c'est la fête nationale belge? Eh bien, c'est le jour où, après la sécession de la Belgique vis-à-vis de la Hollande, Léopold Ier, le tout premier roi belge, a prêté serment. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que pour la France, c'est le 14 juillet? Parce que c'est la date de la prise de la Bastille. Donc, ce que je veux dire là-dessus, lorsque nous parlons du 30 juin, nous ne devons pas continuer à rester prisonniers des événements de la journée, le jeudi 30 juin 1960, pour dire qu'est-ce que le roi a dit, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû dire, qu'est-ce que Kasavubu a dit qu'il n'aurait pas dû dire, qu'est-ce que Lumumba a dit, etc. Pourquoi l'indépendance trop tôt, trop tôt? Non, c'est notre fête nationale. Et comme pour tous les pays, c'est la fête des fêtes, c'est la fête républicaine. Dans le monde entier, toutes nos ambassades organisent quelque chose le 30 juin. Même dans des villes où il n'y a pas d'ambassade, les Congolais se voient et célèbrent leur fête nationale. Et donc, ne restons pas prisonniers de l'événement du jeudi 30 juin. C'est ça que je voudrais dire d'abord en préambule à cette émission. Dites-nous un peu, que signifie indépendance? Bon, indépendance, dans le sens utilisé dans les pays, c'est la date de la rupture. De la rupture. Avec une situation ancienne qui était une situation où le pays, la nation, la communauté dont il est question vivait en situation de réelle dépendance vis-à-vis d'un autre État, d'un autre pays. Donc c'est cette rupture. Ça ne signifie pas forcément que ce jour-là, on fait tout ce qu'on veut. Nous sommes maintenant dans la mondialisation. Il n'y a pratiquement aucun pays qui peut prétendre vivre et gérer son existence tout seul. Tous les pays sont interdépendants. Il y a des relations, il y a des conventions, mais le pays garde sa ligne de conduite en ce qui concerne son destin. C'est dans ce sens-là. Et donc, n'allez pas imaginer que nous voulons l'indépendance du Congo. Ça veut dire que absolument aucun lien avec personne, il n'y a que nous. Ce n'est même pas à souhaiter, parce que dans le monde actuel, on vit dans l'interdépendance. Professeur Ndayouel, sommes-nous réellement indépendants?
Mais nous sommes indépendants comme État, c'est-à-dire que nous avons à faire nos propres choix concernant le destin de notre pays. Le fait même de choisir d'être dépendant d'autres pays, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Nous voulons rester dépendants de tel et tel. Nous voulons que la Chine nous aide, que l'Union soviétique, la Russie, quoi. C'est un choix que nous faisons. Okay. Mais la différence, c'est que c'est nous qui faisons ce choix. Et c'est en cela que nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas obligés là de vivre tous les jours suivant les injonctions de notre ancienne métropole qu'est la Belgique. Non. Nous sommes d'ailleurs parmi les pays africains ceux qui ont été qui ont vécu vraiment la rupture, la grande rupture, la très grande rupture avec l'ancienne métropole. Pensez à d'autres pays que nous connaissons, qui ont gardé pendant longtemps la présence des troupes étrangères sur leur territoire. Nous, la dernière fois qu'il y a eu des troupes belges dans notre territoire, c'est en juillet 1960. Depuis lors, c'est fini. Donc, nous sommes un des pays à avoir vraiment coupé les liens avec l'ancienne métropole. Mais dans la suite, nous avons repris des relations, plusieurs types de relations avec la métropole. 30 juin, jour sacré. Qui avait fait le choix de cette date? Est-ce le Congolais eux-mêmes ou bien c'était une proposition des Belges? Ah oui, ça c'est une histoire qu'il faut bien connaître. La date du 30 juin 60 a été décidée lors de la table ronde politique qui s'est tenue en janvier-février 1960. La date du 30 juin a été décidée le 24 janvier 1960 à la suite d'un exposé qui a été fait par le ministre du Congo belge Rwanda Bondi, qui s'appelait M. de Screvel, qui a fait un long exposé pour dire que voilà, il y a des préparatifs pour aller à l'indépendance. On doit créer le collège exécutif général et provinciaux, on doit faire la constitution, on doit faire ceci et cela. En tous les cas, on ne peut pas faire cela avant le 1er juillet 1960. Voilà, son exposé a dit, jusqu'au 1er juillet 1960, c'est impossible. Alors, comme la délégation congolaise fonctionnait suivant ce qu'ils ont appelé le front commun, c'est-à-dire que chacun ne parle pas, on se met d'accord d'abord de côté et il y a un porte-parole. Et les Congolais ont réagi très malignement, ils sont sortis, ils ont dit, puisqu'il y a lobby que jusqu'à juillet, il n'y a pas moyen, Toloba, 30 juin. Alors, là, Cléophas Kamitatou a dit que c'était une suggestion qui provient de lui, ce qui n'est pas exclu. En tous les cas, le porte-parole de ce jour-là, c'était Jean Bolikango. Et quand Jean Bolikango est venu dans la salle en disant « Si c'est comme ça, nous choisissons alors l'indépendance pour le 30 juin 60. » Tout le monde a applaudi. Et cela a été fait. Et c'était décidé. Et les Belges étaient, on doit le dire clairement, étaient pris de court. Parce que l'exposé avait été mal fait. Ils croyaient qu'on aurait pu dire, bon, si c'est comme ça, on voit dans les mois qui suivent. Non. Les Congolais s'en sont tenus à cette décision. Alors, en décidant que c'est le 30 juin, sur le plan symbolique, ça tombait extrêmement bien, puisque lors de l'État indépendant du Congo, l'indépendance, si je peux aussi m'exprimer, de l'État indépendant du Congo avait eu lieu le 1er juillet
1885 à Vivi. Le représentant de Léopold II l'avait proclamé le 1er juillet. Et je tiens à rappeler qu'avant l'indépendance, nous célébrions, notre fête nationale, c'était le 1er juillet. Donc, en décidant que c'est le 30 juin, symboliquement, c'était vraiment une décision heureuse, c'est que nous sortions de la période léopoldienne pour vivre ce que nous étions avant Léopold II. Voilà. C'est comme ça que c'est homme libre. Homme libre. Et donc, c'était sur ce point-là, sur le plan historique, c'est une merveille que cette date du 30 juin 1960. Voilà, professeur, maintenant je suis excitée de connaître ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé le 30 juin? Vous avez dit que c'était un jeudi. Oui. Le 30 juin 1960. Comment cette journée-là a-t-elle été pour les Congolais? Dans quel cadre l'indépendance a-t-elle été proclamée? Quelles étaient les dispositions protocolaires ces jours-là? Bon, alors c'était jeudi, jour férié. Le roi est venu la veille, le mercredi 29. Grand accueil à ce moment-là triomphal de l'époque. C'est le boulevard Albert Ier, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui le boulevard du 30 juin. Et la place symbolique, c'est là où il y a le monument d'Albert Ier, c'est-à-dire en face de la gare. En face de la gare. Voilà, c'est là qu'il y a l'accueil du roi qui donc remonte l'avenue. Là où actuellement on a érigé une roue. Oui, je crois, et c'est dommage. C'est dommage, mais c'est un endroit historiquement important. Alors, le lendemain, le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé par une célébration religieuse, le Te Deum, c'est-à-dire le chant d'action de grâce suivant la tradition catholique à l'église Notre-Dame. Ensuite, ils sont partis au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation. Et au Palais de la Nation, comme nous le savons, le protocole avait tout arrangé. Il y avait les délégations extérieures, les ambassadeurs, les représentants des Nations Unies. Ralph Bunche était là, plusieurs autorités du pays. C'était donc la cérémonie solennelle de l'indépendance. Évidemment, le protocole, nous le savons tous, avait programmé le discours protocolaire du roi, le discours protocolaire du président Kasavubu, et ensuite, ça devait être suivi par la signature de l'acte de l'indépendance fait d'un côté par le Premier ministre S15 et son ministre des Affaires étrangères, Ouini, et de l'autre côté, notre Premier ministre Lumumba et son ministre des Affaires étrangères, Bomboko. Et nous savons que lors de cette cérémonie, Joseph Kassongo, le président de la Chambre des députés, a appelé le Premier ministre à présenter aussi son discours. Et le Premier ministre a présenté son discours et nous savons qu'il y a eu l'étonnement de tout le monde. Pourquoi? À la fois sur la révision du protocole et ensuite par le contenu du discours. Voilà. Et ça, nous savons ce qui s'est passé. Alors, après cela, il y a eu le toast. Le Premier ministre a fait un autre discours pour pouvoir préciser sa pensée. Dans le deuxième discours, c'était le discours réparateur. Bon, par rapport au premier discours. Vous appelez ça le discours réparateur. Moi, je dirais le discours, la précision de sa pensée. Parce que le discours de Lumumba, j'ai d'ailleurs amené le texte parce que les Congolais aiment bien qu'on parle de... Vous allez parler des contenus de ces allocutions-là. Oui, voilà. Ouais. Donc, il a dit qu'il voudrait préciser sa pensée. Ok. Le discours de la précision. De la précision. Parce que je crois que, et il l'a dit parce que lui-même était étonné de la réaction négative.
il voulait dire que voilà, je fais un discours complémentaire par rapport aux deux discours précédents. Okay. Pour dire, dans une première partie, tout n'a pas été rose. Dans la deuxième partie, voilà ce que nous allons faire pour réparer cela. Bon. En disant, tout n'a pas été rose, il n'a pas pu faire, je dirais, une analyse exhaustive de tous les méfaits de la colonisation, loin de là. Il a cité certains éléments. Et puis il a dit, voilà ce que nous allons faire. Dans le discours réparateur, effectivement, il a dit, mais non, je reconnais tout le bienfait fait par la Belgique, par le roi, et nous sommes très heureux de la modernisation qui a été faite par les Belges. Nous saluons la présence du roi, etc. Voilà. Non, vive le roi, vive la Belgique. Vive le roi, vive la Belgique. Voilà. Parlez-nous un peu des contenus des différentes allocutions. Bon. Brièvement, en tout cas, brièvement. En ce qui concerne le discours du roi, j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que tout le monde dit que le roi a fait un discours très paternaliste. Oui, le contenu du discours est très paternaliste. Mais ce discours ne représentait pas le roi. Okay. Le discours réel du roi Baudouin, il l'avait fait le 13 janvier. Au moment où il avait dit « Nous conduisons le peuple à l'indépendance sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée. » Ça, c'était de son initiative. Alors, le roi s'est fait crosser par le gouvernement, par le Parlement belge. Comment est-ce que vous avez osé parler de votre propre chef sans que votre texte ne soit validé par le gouvernement et le Parlement. Okay. Donc, arrivé au 30 juin, le roi devait faire un discours qui a été refait, corrigé, changé, modifié par le gouvernement et le Parlement. Et donc, c'est comme ça que ce discours a l'air insipide. C'est le discours du compromis de l'État belge pour dire voilà, nous vous accordons l'indépendance, etc. Le discours de Kasavubu est un discours protocolairement inattaquable, un bon discours où il a dit voilà, il remerciait la Belgique pour ce qui a été fait et que pour le moment, le Congo allait prendre son envol, etc. Donc, c'était une cérémonie protocolaire correcte. Mais justement... Parce que c'était les deux discours prévus. Qui étaient prévus, mais nous avons eu depuis lors plusieurs enseignements. Et comme j'ai eu déjà aussi à l'expliquer, et même à l'écrire, ce qui s'est passé sur ces discours, c'était un peu un conflit belgo-belge. En Belgique, il y a une droite et il y a une gauche. Et le conflit était très fort. Jan van Lierde, qui était le conseiller de Lumumba, j'ai eu l'opportunité de beaucoup discuter avec lui. Grâce d'ailleurs à une sœur dont je dois citer le nom, Valérie Kanza, qui m'a amené plusieurs fois. Donc vous êtes une personne ressource. Voilà. Mais Yann m'a expliqué, il dit, mais écoute Isidore, le problème était simple. Il avait reçu les deux discours. Normalement, lorsqu'il y a dans une telle situation, il y a toujours échange de discours. Donc même lorsque le président va à tel endroit, il y a échange de discours. Donc sur le plan protocolaire, on sait d'avance ce que notre président va dire, et de l'autre côté, on sait aussi ce qu'il y aura comme réponse. Donc dans le cas de la situation de l'indépendance, les deux discours étaient faits. Et Van Lierde a eu connaissance des deux discours qu'il va montrer à Lumumba en disant « Regarde ce qu'ils vont dire. Est-ce que tu es au courant
Lumumba, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Comment toi, le Premier ministre, tu n'es au courant de rien? Voilà, ça c'est la gauche belge. Comment est-ce que tu te fais avoir? Tu n'es au courant de rien. Cher Patrice, tu dois réagir. On a demandé à Joseph Kassongo, le président de la Chambre des députés, qui est lumumbiste, qui est du parti de Lumumba, de l'introduire. Ce qui fait que quand Kassongo a terminé, le président de la Chambre des députés a dit « Je passe la parole au Premier ministre ». Ok. Et c'est comme ça qu'il a été... Mais c'est un discours qui a été applaudi par tous les Congolais. C'est un discours qui a été applaudi par tous les Congolais. Tellement applaudi que pour le moment, au niveau de l'exégèse, nous savons qu'il y a eu 3 discours. Il a été rassemblé par Van Leer, dont je viens de citer, avec une préface de Jean-Paul Sartre. C'est quand même prestigieux. Ok. Pour nous, notre Premier ministre. Les Congolais disent toujours qu'ils ont arraché l'indépendance de leur maître, leur ancien maître, les Belges. Y a-t-il des éléments qui démontrent, ou soit y a-t-il des signes qui démontrent que la Belgique refusait d'accorder l'indépendance? Les signes sont nombreux et sont visibles, nous le savons bien. Mais je dois quand même dire qu'il y a eu, je dirais, en Belgique, des gens qui ont eu des idées lointaines sur l'indépendance du Congo. Je voudrais citer par exemple Salkin, qui était un magistrat à Lubumbashi, qui avait écrit déjà vers les années 1930. Il avait déjà, en quelque sorte, décrit ce qu'il croyait être la préfiguration de l'indépendance du Congo. Parce que tout le monde disait, 100 ans après la conférence de Berlin, le Congo doit être indépendant. C'était ça un peu l'idée des visionnaires. 100 ans après la conférence de Berlin, la conférence de Berlin c'était en 1885, 100 ans après, c'est-à-dire en 1885, le Congo doit être indépendant. Et même lorsque Van Bilsen parle de l'indépendance dans 30 ans, il se réfère exactement au même calcul. Nous sommes en 1955, c'est-à-dire nous sommes 30 ans avant 1985. 30 ans avant. Donc c'était un projet. C'était un projet. 100 ans après la conférence de Berlin, il faut quand même que le Congo soit indépendant. Mais les événements se sont précipités, n'est-ce pas, à partir de 1954, de 1954 à 1960, les événements se sont précipités. Je ne sais pas s'il faut vous les rappeler. Donc là, on parle maintenant des événements qui ont conduit à ce que nous arrachons l'indépendance. En 1954, nous avons en Belgique la mise en place du gouvernement Van Lacker, qui était un gouvernement pour la première fois de coalition, où il y a les gens de gauche, où il y a notamment le ministre de Busseret, qui va créer du désordre de certaine manière sur le plan scolaire au Congo, en créant les écoles laïques, en supprimant, en réduisant les subventions données aux écoles catholiques. Ça va créer un premier problème. Un problème tellement grave que lorsque le roi Baudouin vient en 1955 au Congo, l'intention initiale est d'essayer de remettre en ordre les Belges, parce que les Belges sont très divisés. Ils sont au Congo à ce moment-là. Mais il n'y arrivera pas tout à fait. Et en 1956, de Van Bilsen sort la version française de son plan de 30 ans, qui est lu ici au Congo et qui amène le groupe de présents, le groupe Conscience africaine, à faire Conscience africaine. Conscience africaine. Et là-dessus, l'ABACO s'emmène. En 1957, nous avons les élections communales.
où il y a des problèmes que nous avons déjà évoqués ensemble, il y a des problèmes dans les élections communales, mais où déjà les gens prennent en charge l'idée même des consultations, c'est-à-dire des élections. En 1958, oh là là, c'est l'année grave, où d'abord il y a en Belgique l'Expo universelle à Essen, n'est-ce pas, à peu près 500 Congolais vont pour la première fois en Belgique, n'est-ce pas? C'est l'année où le général de Gaulle arrive à Brazzaville, il fait à Brazzaville, il déclare là que le français. Voilà l'indépendance, il n'y a pas de problème, voilà, on peut donner ça quand on veut, on vient faire une consultation, si vous êtes d'accord pour être dans la communauté franco-africaine ou pas. Et au Congo, en face, on dira non, nous devons absolument être comme ceux d'en face. En tout cas, il y a eu Stanley et Savourian de Brazza qui sont venus ici à la même époque. Lorsqu'il y aura une indépendance de l'autre côté, il faut aussi chez nous lier ça. Et il y a eu l'histoire d'un Nkrumah qui appelle les gens et Lumumba y va. Donc vous voyez, il y a toute une succession de choses. Voilà. 1959, la création des partis politiques, etc. Donc, depuis 1954, nous sommes dans une accélération d'un processus qui n'était pas prévu. Et les Belges ont joué le jeu parce que pour les Belges, le Congo, c'était la colonie moderne. L'empire du silence. Il n'y a jamais de problème. Ah bon? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème par rapport à ailleurs. Lorsqu'il a commencé à y avoir des problèmes, la logique belge était de dire il faut que nous puissions réaliser une décolonisation moderne. Parlez-nous un peu de ces faits-là anodins qui s'étaient déroulés le 30 juin. Je ne sais pas si c'était avant ou après la proclamation de l'indépendance. L'homme, le Congolais qui avait arraché le sabre, l'épée du roi belge. Ça traduisait quoi dans le mental du Congolais? Oui, c'est un incident qui a eu lieu justement le 29. Le 29, la veille de l'indépendance. Ok, ce n'était pas le 30 juin, c'était le 29. Voilà, le 29. Merci pour la précision. À peu près au niveau de l'immeuble Sosacom actuel, en face du bâtiment de l'ONATRA, je ne sais plus quel est le sigle actuellement, enfin voilà, le grand immeuble. Sosacom. Voilà, c'est la voiture royale. Et dans l'euphorie, la joie, le type a dit maintenant là, nous sommes dans l'indépendance, bientôt c'est le roi Kala qui devient le roi Kasavubu qui prend la place. Ben, nous commençons déjà à arracher déjà le pouvoir, l'épée. C'est dans la joie, voilà. Ambroise Mboimbo. Oui, je crois un nom comme ça. Ambroise, oui, c'est Congolais là courageux. Oui, qui a donc. Il a fait son nom ces jours-là. Parlez-nous aussi de ces différents forums qu'il y a eu avant même que nous puissions accéder à l'indépendance. Oui, j'ai évoqué les deux grands forums. Table ronde. Entre les deux forums, lorsque la table ronde politique s'est terminée, il y a un groupe de Congolais qui sont restés en Belgique, notamment Bomboko et les autres, pour pouvoir rester aux côtés du ministre des colonies dans la mise en œuvre des activités. Il y a eu la table ronde économique, table ronde malheureuse, si j'ose ainsi m'exprimer, parce qu'à ce moment-là, nos plus grands leaders sont occupés déjà à la campagne électorale. Et ils ont été obligés pratiquement d'envoyer des sous-fifres les représenter à cette table ronde économique. Or, c'était la table ronde la plus importante, puisqu'à la conclusion de cette table ronde, on a dit les Congolais ont eu la Belgique à la première table ronde, à la seconde, la Belgique a eu le Congo.
Parce que c'est là où on a discuté du portefeuille des entreprises, etc. Pensez donc, le MNC, le grand parti de Lumumba, était représenté par des étudiants, Joseph Désiré Mobutu, qui était stagiaire en Belgique, et l'OCND, n'est-ce pas, Cardozo, c'était ceux-là qui représentaient le MNC, et qui, que je sache, ne sont spécialistes des questions économiques. Et les autres partis, c'était pareil, c'était chaque fois des sous-fifres. Et cette table ronde nous a amené à cette, je dirais, cette décision malheureuse prise par le Parlement belge le 24 juin 1960, où on a demandé à toutes les entreprises qui existaient ici, qui étaient de droit belgo-congolais, de choisir si ces entreprises choisissaient de devenir belges ou de devenir congolais. Et malheureusement pour nous, presque toutes ces entreprises ont choisi d'être belges. Alors, ce qui fait que... étonnant. Ce qui fait que, donc, une grande partie de notre économie, à cette date-là, est devenue belge. Donc, le 24 juin 1960. Oui. Et 6 jours avant l'indépendance. Voilà. Et donc, lorsque nous devenons indépendants, en fait, nous, sur le plan économique, nous sommes plutôt faibles. Oui. Et déjà, si on lit les discours du président Kasavubu quand il était bourgmestre, il protestait déjà parce que l'or congolais qui était à la banque nationale, la banque du Congo belge, était transféré en Belgique. Et beaucoup de choses déjà s'est transféré en Belgique. Il a protesté déjà à ce moment-là, pour dire que ce n'était pas possible. Je vous rappelle que Kasavubu lui-même était au ministère de l'économie. Donc c'est quelqu'un qui était plutôt dans les questions économiques. C'était un expert. Oui, voilà. Donc, et le 24 juin, c'est quand même une grande date, par ailleurs, localement, parce que c'est ce jour-là que finalement Lumumba a eu, que le gouvernement Lumumba a eu son investiture, ce jour-là aussi, qu'il y a eu l'élection du président de la République. C'est pour ça d'ailleurs, lorsque nous arrivons au régime de Mobutu, il va valoriser la date du 24 juin en faisant, oui, la fête du poisson. Oui. Mais également, c'est ce jour-là qu'on a mis en place la nouvelle monnaie, Zaïre monnaie. Et ce jour-là également qu'on a promulgué la constitution, promulgation de la constitution de la Deuxième République. Donc, la date du 24 juin. Il a valorisé cette date. Il a valorisé. Pour dire que tout avait commencé le 24 juin. Là. Voilà. Ok. Alors, quel était l'apport des musiciens dans le processus qui a conduit notre pays à l'indépendance? Parce qu'on voit indépendance tcha-tcha, on voit l'hymne national écrit par le Père Boka. Je dirais que African Jazz de Kabasele a estimé qu'il devait être partie prenante dans la lutte pour l'indépendance. Les frères Kanza ont fait exprès de les amener en Belgique pour agrémenter les journées de la table ronde. Et c'est ainsi donc lorsque finalement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la date de l'indépendance a été fixée, ils ont donc chanté cet hymne qui est devenu presque le deuxième hymne national, Indépendance Tcha-Tcha. Et si vous suivez bien cet hymne, d'abord, il met en valeur le front commun. Oui. Il faut savoir ce que ça veut dire, je viens de vous expliquer. Et puis, il présente les antagonismes. Voilà, Bolikango, Kasavubu.
Lumumba. Lumumba, Kalonji. Kalonji. C'est les grands conflits. Ok. Abako et Asoreko. Asoreko signifie Association des ressortissants du Haut-Congo. Et tous, nous avons été capables d'arracher l'indépendance. Le front commun. En 60, nous n'avons pas d'hymne national. On a dû, d'un côté, mis indépendant Tchatcha des Kabasele et chanter le chant vers l'avenir. Vers l'avenir, c'était l'hymne, je dirais, de l'État indépendant du Congo, que nous avons toujours chanté. Donc, Boka a composé les débuts congolais au moment où il faisait ses études de théologie à la maison jésuite de Verlet en Belgique. J'ai sollicité le nom de Joseph Lutumba. Il était l'un des 4 premiers jésuites congolais entrés au noviciat en 1948 à Djouma. Il abandonnera l'option jésuite en 1957. Donc, il va prendre un... Donc, c'est le père Boura qui avait écrit. Qui avait écrit, il a... Mais il a fait appel à Lutumba, à Joseph Lutumba. Oui. Le 30 juin, il n'y a pas d'hymne. Ok. Et donc, à partir du mois de juillet, cet hymne a commencé à passer à la radio comme hymne de l'indépendance. Debout congolais. Oui. Ce n'est qu'après que ça sera inscrit à la Constitution comme étant l'hymne national, qu'à la Constitution du 24 juin 67. Ok, nous pouvons consulter les livres prochainement. Bah, écoutez, je l'ai publié presque dans plusieurs livres, même dans le petit manuel Histoire du Congo qui a été publié à Saint-Paul. Ok. Professeur, 30 juin 1960 jusqu'à ces jours, quel bilan pouvons-nous établir sur divers plans politiques, économiques de notre pays? Les Congolais ont l'habitude de dire qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Voilà. On n'a rien fait. C'est faux. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est faux. On a fait des choses. Première chose, jusqu'en 1964, le pays existe. Okay. Le nombre de fois qu'on a dit que ce pays ne va pas survivre. Il y a eu les sécessions, on a dit jamais, il n'y aura jamais de suite. Pendant 64 ans, le pays est debout et là en place. Ça, c'est un acquis des Congolais. Les Congolais ont fait de la résistance pour l'unité de leur pays. Ils peuvent se bagarrer sur toutes sortes de choses, les élections et tout ça. Lorsqu'on dit balkanisation, pas question. Le pays reste uni. C'est un acquis important, extrêmement important. C'est quelque chose que nous a légué Lumumba, que nous a légué Mobutu, que nous a légué Laurent Désiré Kabila, etc. L'unité du pays. On ne joue pas avec ça. C'est un acquis. Ne soyons pas ce pays que tout le monde critique, surtout ses propres concitoyens. Non, les Congolais parlent plus du social. Bon, sur le social, nous avons des problèmes. Les problèmes du social sont liés à plusieurs facteurs. D'abord, c'est vrai, nous avons des défis importants à résoudre. Le défi actuel important de la corruption, le défi de la justice, le défi où il n'y a aucun contrôle sur le rythme de la population. Nous disons qu'il y a beaucoup d'espace dans le pays, mais nous ne surveillons pas l'évolution de notre population. Merci, professeur Izo Ndayoué, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais laissez-moi quand même dire un dernier mot aux téléspectateurs, bonne fête nationale. Bonne fête nationale, et je crois que c'est extrêmement important de savoir que même si nous avons des problèmes, la fête nationale, c'est un peu comme la célébration du 40e jour.
le deuil. On a connu un deuil, le deuil colonial, le deuil difficile de la décolonisation. On n'oublie pas cela, mais on célèbre le 40e jour du deuil colonial et du deuil postcolonial. Et c'est ça, la fête nationale, la fête de l'indépendance. Il faut vraiment que nous puissions nous approprier de cela. Ce n'est pas un jour de deuil. Ce n'est pas un jour de deuil. Même si c'est une journée de fête. C'est une journée de fête. Merci, professeur. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez que le 30 juin reste une journée de la dignité nationale. C'est la fête nationale. Nous ne pouvons pas regretter que le Belge puisse nous accorder l'indépendance dès si tôt. Au contraire, nous devons tout faire, nous organiser pour remettre notre pays sur le rail comme nous le voulons. Merci et à très bientôt. Bonne fête à tous.